Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 22 novembre et je me suis dit qu'il était grand temps d'introduire le vlog défi lecture du mois de novembre, d'autant que je viens de finir de monter et de programmer celui du mois d'octobre pour lequel j'ai pas mal de retard. Voilà. Il est fini, je peux passer à la suite et il est grand temps encore une fois. Je me suis munie de la carte que Lucie m'avait envoyée à la fin du mois d'octobre pour me présenter le défi du mois. J'en profite d'être préparée pour filmer, d'avoir mis mon plus beau pull de Noël, même si c'est pas encore du tout la saison, pour me mettre un petit peu dans le mood hivernal, même si le défi lecture du mois de novembre est plutôt encore axé sur l'automne, puisque nous avions choisi comme grande thématique automne, thé et givre, et Lucie me proposait de lire un ou des tomes 2 et plus de saga, voire d'enchaîner 2 tomes, avec pour objectif d'avancer mes sagas, ce qui ne leur fera pas de mal du tout, ma foi, parce que j'ai énormément de retard dans beaucoup de sagas et je pense que mon point saga de 2024 risque d'être un petit peu avancé globalement, mais bref. Elle me précisait dans sa carte que les mangas et autres graphiques c'était ok parce qu'elle était pas vache, ce dont je la remercie parce que je pense que je vais dire majoritairement ça pour ce défi lecture, et je vous propose du coup de commencer avec ma pile à lire de celui-ci, puisque comme ça me permettra de commencer effectivement à les lire, ce qui encore une fois ne serait pas du luxe étant donné qu'on est déjà le 22 novembre. Et comme je disais, j'ai largement de quoi faire en suite de saga et notamment en graphique puisque j'en ai 4 à vous présenter. Le premier n'étant autre que le tome 5 de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, qui est très joli, qui est assez épais globalement et qui me tente énormément. C'est une saga de romans graphiques que j'affectionne particulièrement, que je dévore toujours avec plaisir. Celui-ci est sorti il y a quelques semaines maintenant et je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Ce serait l'occasion parfaite pour ce défi lecture et j'ai très hâte de me plonger dedans et de vous en reparler pour cette vidéo. Donc je pense que celui-ci va passer à la casserole sans trop tarder, très clairement. Le deuxième roman graphique bande dessinée que j'ai dans ma pile à lire et qui colle parfaitement à ce défi lecture, c'est le tome 2 de Anna et l'Entremonde de Si à l'illustration et Marie Dubuisson au scénario aux éditions Glénat, qui est très joli, qui est plutôt dans des couleurs automnales en plus, donc c'est formidable. Et encore une fois, c'est une saga que j'affectionne beaucoup. J'ai lu le premier tome à sa sortie l'année dernière. Je l'avais beaucoup apprécié. Le travail de Si à l'illustration est incroyable et le scénario était très cool. J'ai très hâte encore une fois de me replonger dans cet univers. Je vais peut-être me relire le premier tome avant de découvrir celui-ci, mais je vous dirai un petit peu ce que ça a donné. Et en manga, j'ai 2 autres titres que j'aimerais beaucoup lire ce mois-ci. Le premier, c'est le tome 10 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe aux éditions Kiyun. Pareil, il est sorti il y a quelques semaines, je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Il serait temps. C'est une saga que j'affectionne particulièrement. Le personnage de Frieren que j'aime beaucoup également et ça va se lire très vite. J'ai hâte de vous en reparler. Et le dernier qui est sorti juste il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, et que pareil, je n'ai pas encore lu alors qu'il me tarde de me plonger dedans. C'est le tome 12 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirayama aux éditions Pika, que je me suis pris dans l'édition collector parce qu'il venait avec un puzzle de 500 pièces qui a l'air, ma foi, très cool. Peut-être que j'essayerai de le faire aussi à l'occasion de ce vlog, ce serait relativement complémentaire, je pense. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps pour faire les deux, mais on va voir, on croise les doigts, et dans tous les cas, j'espère vous reparler de ce tome-ci. Donc ça, c'est ma pile à lire graphique. Bon, le puzzle ne sera pas lu, mais vous comprenez bien. Et je me suis dit que c'était bien joli. Probablement, j'aurai le temps quand même de lire ces 4 graphiques-là en novembre. Sinon, c'est que vraiment, c'est parti en sucette encore une fois, mais je pense que ça devrait le faire. Et pour me challenger un petit peu plus, je me suis dit que j'allais sortir 2 romans en espérant les lire ce mois-ci. Le premier, c'est une suite de saga que j'ai déjà lu à l'occasion d'un défi lecture et je n'avais pas eu le temps de lire celui-ci, donc ce serait pas mal de boucler la boucle à l'occasion de ce mois-ci. C'est le 6e tome de Anne de Green Gables, Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery
aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, qui est très 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 jolie comme toujours, qui est encore sous blister, qui est tout petit, qui je pense devrait se lire assez vite. Et encore une fois, je trouve que c'est une couverture parfaite pour l'automne. Anne, globalement, c'est une série que je trouve très adaptée au changement de saison et typiquement à l'automne et au printemps, pour toutes les émotions que ça apporte, pour toutes les questions que ça aborde et pour tous les changements de saison que l'on voit au travers de ces pages. Je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai très hâte de retrouver le personnage d'Anne. Il me semble que c'est le dernier tome où c'est le personnage principal, donc ça va être d'autant plus sympa, je pense. Et puis j'ai pris pas mal de retard sur les parutions de Anne justement, et ce serait pas mal que je rattrape tout ça doucement. Et le deuxième, qui est beaucoup moins petit et qui probablement lui va être difficile à lire, même si le tome précédent s'était lu très très vite et peut-être que celui-ci se lira aussi rapidement, je l'espère en tout cas. C'est La Couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'est donc le 3e tome de From Blood and Ash, une saga de romantique que j'apprécie plutôt pas mal. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, celui-ci est dans ma palle depuis sa sortie, en hardback fort sympathique, etc. Et je n'ai toujours pas sorti alors que le plus ou moins 4e tome est à paraître fin novembre, donc ce serait l'occasion d'avancer la saga pour être à jour avant de ne plus l'être, n'est-ce pas? Il n'y a plus le cas parce que c'est une belle pavasse et que même si ça se lit vite, ça va me prendre quelques heures tout de même. Et voilà, c'est ma petite pile à lire pour les 10 jours qu'il reste à peu près pour le mois de novembre. Encore une fois, j'ai eu le courage de mes ambitions et clairement je ne lirai pas tout, mais déjà si je peux sortir tous ces graphiques, ce serait pas mal. Les romans, on verra, ce sera du bonus et je ne mets pas de pression de toute façon, mais ça me permet aussi de vous montrer quelques tomes en passant et des livres qui sont dans ma pile à lire depuis un moment et que je ne ressors pas forcément à toutes les sauces. Donc voilà, si jamais, je vais tâcher de lire au maximum et je vous reprends dans les jours qui viennent pour vous dire comment j'ai avancé. Je vous reprends, on est le mercredi 29 novembre, début de soirée, enfin il est quasiment 21h, donc milieu de soirée, je ne sais pas. Toujours est-il que je ne vous ai pas repris, je crois, depuis l'introduction de ce vlog, donc il était temps. J'ai un tout petit peu lu, pas énormément et pas autant que je l'aurais voulu, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais j'ai quand même réussi à finir L'Or Olympus, le tome 5 de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, qui était bien évidemment une très chouette lecture. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu ralenti. Alors, c'est toujours un petit peu étrange parce que les fins et les débuts de tomes sont assez entraînants, il se passe pas mal de choses, et là typiquement, on finissait le 4e sur un petit cliffhanger, donc il y avait matière à, il y a eu des petites pointes d'accélération un petit peu à certains moments de ce tome, mais dans l'ensemble, l'histoire a pas tant avancé que ça. Mais après, je pense que c'est le rythme du webtoon qui veut ça aussi, et la façon dont les cases ont été découpées dans ce format-là, typiquement, qui fait que ça avance pas si vite que ça dans un volume malgré le nombre de pages. Cela étant, il y a quand même des bonnes avancées dans ce tome en particulier, typiquement au niveau de Perséphone et de l'espèce de mystère qui l'entoure un petit peu, de comment elle en est arrivée là, etc. Ça c'était très cool. La relation de Perséphone et Hadès prend une nouvelle tournure, une nouvelle dynamique qui était très chouette à voir également, et j'apprécie pas mal le personnage de Héra dans ce récit-là. C'est pas toujours mon personnage préféré dans la mythologie parce que, on va pas se mentir, Héra c'est pas la déesse la plus sympathique, s'il y en a une, notamment pour tout ce dont il est question en ce qui concerne les infidélités de Zeus et ses réactions à elle, mais dans L'Or Olympus, je trouve qu'elle est plutôt très intéressante et c'est assez chouette à voir, donc c'est toujours sympa. J'aime toujours autant Hadès et Perséphone et leur dynamique. Je me demandais si ça allait pas un petit peu me lasser, le fait que vraiment ça avance tranquillement à ce niveau-là, etc. Et en fait, je trouve ça assez logique et assez réaliste et ça m'embête pas particulièrement. Il y a toujours Apollon le gros con qui fait des petites apparitions peu sympathique et qui vraiment est horripilant, mais pareil, cet arc narratif avance à son rythme également et j'espère que ça va se décanter. Il y a toujours un petit peu de trigger warning, il y en a moins que dans certains des tomes, mais voilà, en termes de relations toxiques typiquement, faites attention à vous parce qu'il y a des petites choses qui, je pense, peuvent être un petit peu triggerantes à certains moments. Et voilà, c'était une très chouette lecture. Encore une fois, l'objet livre est magnifique, les couleurs, les dessins, les personnages. Il y a certaines planches, certaines transitions qui sont absolument magnifiques.
j'attends la suite avec grande impatience. Et si vous n'avez pas encore découvert l'heure Olympus, je vous le recommande, vous l'aurez compris, extrêmement chaud. Et c'est le seul livre que j'ai lu pour le défi lecture de novembre et on est littéralement à la fin du mois puisque, comme je viens de le dire, on est le 29. Donc il est grand temps que je me bouge le popotin et ce soir je vais tâcher de lire au moins un de ces deux-là. Les deux, si j'ai le temps, ce serait encore mieux, mais au moins un des deux et de vous en reparler ce soir si je suis encore à peu près réveillée ou demain matin au plus tard, comme ça j'ai au moins un petit peu de matière pour ce vlog et on voit ce que ça donne. Mais ouais, ce serait bien que je puisse lire ces deux-là parce que déjà ils sortiraient de ma pile à lire et qu'en plus c'est un petit peu le but de ce défi lecture aussi. Et si je peux enchaîner demain avec l'atelier des sorciers, ce serait formidable. Je ne pense pas que j'aurai le temps de lire les romans que j'avais prévus parce que déjà je suis à la bourre du défi lecture en français, donc je vais peut-être me concentrer là-dessus, mais on verra bien. En tout cas, ça c'est l'objectif du soir. Je vais donc vous laisser pour l'instant et je vous reprends un petit peu plus tard, je vous dis soit ce soir, soit demain, pour vous raconter un petit peu ce que ça a donné pour ces deux lectures. Je vous reprends, on est le jeudi 30 novembre, milieu d'après-midi, quelque chose comme ça. Et j'ai lu, comme j'avais prévu, les deux graphiques que je vous ai montrés hier. Je les ai finis pour tout vous dire ce matin et pas hier soir parce que j'étais un petit peu claquée. Mais j'ai quand même réussi à lire donc le tome 10 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe aux éditions Kiun qui était très cool. C'était intéressant parce que dans ce tome-là, on s'axait un petit peu plus sur le point de vue des démons qui sont une race qu'on voit pas mal depuis quelques tomes et notamment un individu sur lequel on s'attarde davantage dans ce tome-ci. Et c'est assez marrant parce que je sais pas si vous allez voir, mais la moitié des pages sont en bord noir et l'autre moitié, bon pas celle-ci, mais l'autre moitié quasiment est en bord blanc et les bords noirs correspondent à des souvenirs d'une certaine époque et en gros de ce qui fait qu'ils en sont là au moment de l'histoire. Et c'était très cool du coup d'avoir cette espèce de rétrospective et le fait qu'elle soit matérialisée comme ça, j'ai trouvé ça très chouette également. De même on en apprend davantage sur la philosophie finalement des démons et du pourquoi du comment ils sont comme ça, etc. Et c'était très intéressant, je trouve que c'est une série de fantasy qui arrive à montrer un petit peu des pics d'aventures, de guerres, de choses comme ça, mais d'un autre côté de poser des questions sur les ressentis profonds des personnages et notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques en tant que race typiquement, parce que les démons ne vont pas avoir les mêmes capacités ou les mêmes façons de penser que les elfes par exemple ou des choses comme ça pour plein de raisons différentes. Et c'était intéressant de voir voilà les points de vue de chacun et la façon dont ils fonctionnent tous. Et voilà, c'était très cool. J'ai beaucoup apprécié ce tome, j'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages. On voit moins du coup le personnage de Frieren et les personnages de ses compagnons parce que on s'attarde encore une fois davantage sur les démons, mais on les voit quand même un petit peu et pour le reste c'est très cool. J'ai hâte de voir ce que le tome 11 va donner parce que la fin de celui-ci est assez intéressante et promet de bonnes choses pour la suite, je pense. Donc j'ai très hâte et je vous en reparle, je pense, quand il sort. Et j'ai lu ensuite également du coup le deuxième tome d'Anna et l'Entremonde de Si à l'illustration et Marc Dubuisson au scénario qui était aussi extrêmement cool. Le premier tome avait été relativement introductif dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on allait assez rapidement dans l'aventure et après on découvrait un nouveau monde, donc il y avait plein de choses à comprendre et à appréhender. Là, on nous explique un peu plus notamment ce qu'est l'Entremonde et comment ça fonctionne si on veut et les autres personnes, les autres mondes qui y sont reliés et les autres espèces qui y coexistent. Et
la question de retourner dans le monde d'origine des personnages principaux va se poser. Et est-ce qu'il existe effectivement des passages, est-ce qu'il existe des passages qui sont praticables, etc. C'est un petit peu la grosse question de ce tome, avec encore une fois la poursuite de la découverte de l'univers et de tout ce qui le peuple. Et c'était très cool. Les dessins de Si sont absolument magnifiques. Je suis très fan de son travail à l'encre qui, je trouve, rend extrêmement bien et une ambiance très particulière. J'ai très peu lu de BD, il y en a aucune là qui me vient en tête comme ça, avec ce type de travail au traditionnel, avec ce type d'ancrage et de colorisation. Je trouve que ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au dessin qui est extrêmement agréable et absolument magnifique. Et il y a toujours des petits points d'humour, des petites références assez chouettes. Le scénario est super bien ficelé et il y a plein de trucs qui font très bien comprendre que le monde est très vaste et très bien construit et qu'on n'en a pas vu un dixième. Donc j'ai hâte d'en découvrir davantage. Je sais que Si travaille actuellement au tome 3 puisque je la suis sur Instagram et c'est toujours un plaisir de voir les planches un petit peu prendre vie là-bas aussi. Mais voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et si vous n'avez pas encore découvert Anna et l'Entremonde, je vous le recommande chaudement. Et donc, si vous avez bien suivi ma petite pile à lire initiale, outre les 2 romans qu'encore une fois, je ne pense pas avoir le temps de lire, il me reste celui-ci, le tome 12 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirayama aux éditions Pika, qu'il me tarde de découvrir, que j'ai enfin sorti de son blister. J'ai jeté un petit coup d'œil au puzzle. Je ne suis pas sûre non plus d'avoir le temps de le faire, sauf si miraculeusement mon week-end est un petit peu plus léger, auquel cas peut-être que je l'entamerai et que je vous montrerai ça. Mais dans tous les cas, je vais tâcher de lire celui-ci d'ici la fin de la semaine. De toute façon, on vient de se rendre compte hier avec Lucie qu'on avait absolument complètement oublié de s'envoyer les cartes déchets lecture pour le mois de décembre. Voilà, c'est le dernier mois, il fallait bien que ça merde à un moment donné. Du coup, le déchet lecture risque de paraître un petit peu plus tard, le temps qu'on s'envoie les dites cartes. Donc j'ai encore un petit peu le temps de lire celui-ci et un nouveau qui vient tout juste de rejoindre ma pile à lire puisque je suis passée très rapidement en librairie tout à l'heure pour récupérer ma dernière précommande du mois et donc celui-ci en passant, et c'est le tome 12 des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiwun. C'est bien parce que comme ça vous allez avoir un petit peu mon top manga graphique de tous les temps dans une seule vidéo, j'ai envie de vous dire, parce que entre l'Or Olympus, Frieren, l'Atelier des Sorciers, les Carnets de l'apothicaire et Anna et l'Entremonde, on est pas mal. Donc écoutez, si jamais vous cherchez des recommandations graphiques, profitez-en. Mais en tout cas, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que cette série de mangas est une de mes préférées depuis bien longtemps maintenant, puisque ça fait quelques mois, voire un peu plus d'1 an que je les lis tous à leur sortie et que j'adore ces mangas. Donc j'ai très hâte de voir ce que va donner ce 12e tome et je vais essayer de lire ça tranquillement ce week-end et de vous en reparler pour ce vlog. Je vais vous laisser là, je vais probablement pas lire tout de suite, mais je vais essayer de lire un petit peu ce soir quand même et je vous reprendrai demain peut-être, même si c'est le 1er décembre et que normalement je commence les Vlogmas, donc il va falloir que je m'organise un petit peu, ou sur le week-end pareil entre 2 plans pour les Vlogmas pour vous dire ce que ça donnait pour les 2 lectures qu'il me reste. Je vous laisse donc avec la suite de ce vlog. Je reprends, on est le dimanche 3 décembre, il est 14h, quelque chose comme ça. Je viens de lire les 2 derniers mangas qu'il me restait dans mon espèce de petite pile à lire graphique. Je n'irai pas de roman du coup pour ce défi lecture parce que on est déjà en décembre et qu'à un moment donné il faut s'arrêter. Cela étant dit, j'ai lu le tome 12 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirayama qui était très chouette, beaucoup plus sombre que le précédent qui était un petit peu plus cosy, mais depuis quelques tomes il y a une espèce d'alternance de moments très sombres et de moments un petit peu plus doux qui fonctionne très bien je trouve. Et voilà, celui-ci vraiment on était dans du bien dark avec de l'épique, des combats, des bestioles peu sympathiques et l'histoire qui avance un petit peu quand même. Alors les combats ne la font pas forcément énormément progresser,
mais il y a quand même des avancées intéressantes et comme d'habitude les dessins sont absolument magnifiques. J'ai adoré encore une fois ce 12e tome et maintenant il ne reste plus qu'à attendre la suite, mais vraiment je trouve que c'est une série qui continue à apporter des choses intéressantes de tome en tome, à ramener des bonnes idées et des enjeux et du mystère. Donc je sais pas du tout où ça va encore, mais je suis extrêmement fan et si vous ne connaissez pas encore ce manga, je vous le recommande extrêmement chaudement. Le meilleur pour la fin, j'ai presque envie de vous dire, même si vous l'aurez compris, toutes les séries de graphiques que je vous ai présentées dans cette vidéo sont très chères à mon cœur. J'ai lu le 12e tome également des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekokurage aux éditions Kiyun et c'était trop bien. C'est très marrant parce que ça commence par une espèce de séance de spiritisme où Mao Mao se trouve embarqué et où son côté très cartésien va un petit peu entrer en opposition avec les histoires de fantômes qu'on essaie de lui vendre. Donc c'était assez rigolo et ça fonctionnait plutôt très bien. J'aurais adoré le lire un petit peu plus vers Halloween, mais il est sorti un petit peu trop tard pour ça et voilà, dans tous les cas, c'est pas dramatique, mais ça fonctionnait très bien. Et ensuite, elle va se retrouver catapultée dans une partie de chasse où on va en apprendre un tout petit peu plus encore sur Jinchi, qui est un personnage très mystérieux de cette série de mangas, sur lequel on sait pas grand chose globalement, mais voilà, il y a des petits indices qui commencent à se rassembler et j'ai très hâte d'avoir le fin mot de l'histoire sur ce personnage et de voir comment ça va impacter sa relation avec Mao Mao qui est toujours un petit peu ambiguë dans un certain sens, donc c'est toujours un plaisir. J'adore le personnage de Mao Mao, je la trouve extrêmement drôle, extrêmement logique, avec énormément de connaissances et elle se retrouve toujours fourrée dans des situations plus abracadabrantes les unes que les autres, mais elle s'en sort toujours, donc c'est plutôt très chouette et vraiment j'ai passé un excellent moment dans ce manga, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable, pareil les dessins sont absolument magnifiques, que ce soit les décors, les bâtiments, les personnages, leurs vêtements, tout est très joli et hyper bien travaillé. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les Carnets de l'apothicaire, je vous le recommande extrêmement chaudement pour la 14 millième fois probablement, mais c'est pour moi une valeur très sûre en termes de manga. Donc voilà, j'ai fini les lectures que je voulais faire, en tout cas en graphique pour le défi lecture, et comme je le disais, je ne lirai pas de roman, clairement, vu le jour qu'on est aujourd'hui. Je n'ai pas encore reçu la carte de Lucie, puisque je crois que je l'ai déjà mentionné, mais on a oublié que c'était le moment de s'envoyer nos cartes défi lecture, donc elles devraient arriver début de semaine, et de toute façon là, comme je suis un petit peu dans les vlogmas et que j'essaie de voir comment je vais m'organiser pour poster les vidéos habituelles entre guillemets, je vais attendre de la recevoir pour conclure ce vlog. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous reprendrai avec la carte de Lucie. Je vous reprends, on est le dimanche 17 décembre, il est midi à peu près, et il est largement temps de conclure le vlog des lectures du mois de novembre. Pour tout vous dire, j'attendais de recevoir la carte de Lucie avec le défi pour conclure ce vlog, en sachant que je suis en train de faire les vlogmas, donc j'allais publier le vlog en faisant un petit combo et j'allais pas me lancer dans le vlog des lectures avant la fin des vlogmas, donc ça dérangeait pas particulièrement. Sauf que là, ça fait plus de 15 jours que Lucie a envoyé sa carte et que je n'ai absolument rien reçu, donc je vais me faire à l'évidence que quelqu'un quelque part a perdu ou pris cette fameuse carte et que je ne la recevrai jamais. Tant pis, je vais commencer à monter ce vlog pour pouvoir vous l'inclure dans les vlogmas, donc il faut bien que je le conclue. Lucie m'a du coup donné sa consigne pour le mois de décembre, qu'encore une fois, je ne commencerai à faire que après le 25 du coup. Et le défi de ce dernier défi lecture de 2023, c'est de lire, alors elle m'a dit qu'elle savait plus trop comment elle l'avait formulé, mais de lire un livre avec une romance où la romance est importante, et un bonus si c'est un livre qui fait partie de ma palette ultime. Effectivement, il y a quelques romances dans celle-ci, donc ça devrait le faire. Je vais étudier la question tranquillement, comme je le disais, même si le mois de décembre est bien entamé, il n'y a pas d'urgence parce que je vais le faire un petit peu plus tard, et je vous reprendrai du coup après la fin des vlogmas pour
le vlog défi lecture du mois de décembre. Je vais vous laisser probablement avec la fin du vlogmas dans lequel j'aurai inséré cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce combo vlog jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des choses un petit peu similaires en novembre, si vous connaissez certaines des séries graphiques que j'ai présentées, si d'autres vous tentent. Je vous remercie comme toujours pour tous vos retours, tous nos échanges, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à tout de suite pour le reste du vlogmas. Je vous reprends tant que j'y pense, que je suis motivée, préparée, etc. On est le mercredi 3 janvier et il faut bien continuer le vlog des lectures du mois de décembre parce qu'encore une fois, je suis bien à la bourre. On a discuté avec Lucie, je pense qu'on va faire les vlogs des lectures de novembre et décembre en un parce que ça va être beaucoup plus simple et que de toute façon, on est autant à la bourre l'une que l'autre, donc ça ne changera pas grand chose et ce sera beaucoup mieux. Et finalement, ça tombe pas trop mal puisque j'ai reçu en début de semaine, en rentrant chez moi, la carte des lectures de Lucie du mois de décembre qui a mis bien un mois à me parvenir. Je sais pas par où elle est passée, mais l'essentiel c'est qu'elle soit arrivée. Pour rappel, la thématique du mois c'était lutin et elfe. Et elle me dit la thématique est lutin et elfe, mais peut-on dire qu'on part sur créatures imaginaires de manière plus étendue. Pour moi, ça compte, puisque nous sommes en hiver et qu'il semble que tout le monde s'accorde sur le fait que décembre égale romance. Je t'invite à lire des romances, pas forcément de Noël par ailleurs. Contrainte supplémentaire piochée dans ta palle du challenge de la palle ultime. Et ça tombait plutôt bien puisque j'ai pioché un certain nombre de choses dans ma pile à lire de la palle ultime, dont celui-ci, donc Neon Gods de Katie Roberts aux éditions BMR, qui est une réécriture d'Hadès et Perséphone, donc on est sur des dieux, ça compte comme créature surnaturelle à mon sens, et c'est une romance a priori, avec pas mal de scènes de sexe explicites il me semble, et je profite de vous prendre aujourd'hui puisque ça y est, je l'ai attaqué, j'ai lu les 60 premières pages. Alors créature surnaturelle, je sais pas trop du coup pour les 60 premières pages, que ça, on a l'air d'être dans un monde relativement moderne où il y a une ville donc qui s'appelle l'Olympe, qui est régie notamment par Zeus, qui est toujours l'immonde cancrelat qu'il est dans la mythologie, mais soit, et qui, a priori, évolue depuis des centaines d'années avec cette hiérarchisation autour de Zeus, mais qui a l'air d'être un rôle qui se passe de génération en génération plus qu'une divinité en soi. Donc je ne sais pas trop si ça va rentrer, on verra ce que ça donne. En tous les cas, il fallait qu'il sorte de ma pile à lire, il est dans ma pile ultime. Ça reste une réécriture de mythe grec, donc même si c'est pas trop surnaturel, ça peut peut-être passer, on verra. En tout cas, j'ai lu 60 pages. Pour l'instant, ça se lit. Voilà, je pourrais pas vous en dire grand chose de plus. On est voilà dans cet univers, je vous dis, relativement moderne. On commençait à une soirée où Perséphone est vendue, donnée, juste passé comme ça à Zeus dans une demande en mariage qui n'en a que le nom, et elle fuit pour y échapper parce qu'elle n'est pas dupe évidemment de l'ordure que peut être Zeus, et elle se retrouve sur l'autre rive du Styx et dans les bras d'Hadès, ce qui est absolument parfait pour cette histoire qui est a priori une romance entre les deux. Et voilà, on rencontre Hadès qui était censé être un mythe dans ce monde mais qui en fait existe réellement. Et voilà, pour l'instant j'en suis là, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à échanger un petit peu, mais il n'y a pas, pour ma part pour l'instant en tout cas, d'étincelles entre les deux ou de choses qui me fait dire que leur romance va être absolument incroyable. Donc à voir, je n'en suis qu'à 60 pages environ sur 400, donc ça peut très bien évoluer dans le bon sens, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, je pense que ça va se lire relativement vite. Je vais tâcher de continuer ça et de le finir cette semaine. Ce serait très chouette pour que je puisse enfin vous publier ce vlog. Et je vous en donnerai des nouvelles du coup un petit peu plus tard quand j'aurai avancé. Je vous reprends en pyjama, mais vous me pardonnerez, c'est toujours un petit peu la fatigue et la maladie par ici. Donc c'est un vlog, je n'ai pas tant d'efforts à faire que ça. Et bref, on est le samedi 6 janvier, il est 22 h, donc c'est une heure tout à fait normale pour être en pyjama. Et d'autant plus que, pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de vous reprendre aujourd'hui. Enfin, j'avais prévu avant que ma motivation décroisse très très largement. Sauf que Lucie m'a prévenu que j'avais reçu son colis dans ma boîte aux lettres. Elle devait me renvoyer des petites choses. Et ce colis est bien trop gros pour les choses qu'elle était censée me renvoyer.
Donc on va l'ouvrir ensemble et voir de quoi il est question parce que je suis très intriguée. Je ne sais même pas par quel bout l'ouvrir pour être tout à fait honnête, mais on va essayer de faire ça. Petite carte que je vais m'emprêcher d'ouvrir. Définitivement, et au vu des paquets, ce n'est pas que ce qu'elle était censée me renvoyer. On va voir de quoi il est question. J'aime vraiment beaucoup les cartes de Noël de Lucie, elles sont trop mignonnes. Coucou petit champiplop, bon, le retour de mes cartes de Noël pour te renvoyer le livre. Merci beaucoup de bien vouloir les changer, beaucoup de manipulation et d'envoi. C'est pas très grave, c'est la vie, il n'y a pas de souci. Toute une aventure. Évidemment, tu peux profiter du prochain swap pour t'éviter encore un envoi supplémentaire. Je vais probablement faire ça, mais on verra. Sauf que j'ai gentiment commencé à préparer parce que j'ai 8 ans et que je suis déjà impatiente. Je n'ai absolument rien commencé, mais j'ai très hâte de m'y mettre. Et dès que l'inspiration arrivera, je pense que ça va aller très vite. En tout cas, j'ai déjà une idée globale, donc ça va être très chouette. Bref, du coup, j'en profite pour rattraper le coup des lambasses, hein, parce que ça me chiffonnait pas mal. Là, pour vous raconter l'histoire, parce que je n'ai pas du tout précisé en vlogmas, elle m'avait envoyé des espèces de gâteaux secs, de barres de céréales un petit peu dans le calendrier de l'Avent pour le thème langue basse. Et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je pense que l'entreprise a dû avoir un souci dans leurs emballages, c'est pas possible autrement. Toutes les barres de céréales qui étaient pourtant dans des emballages individuels étaient complètement moisies à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a dû y avoir un champignon qui s'est foutu dedans parce que je ne vois pas pourquoi les paquets étaient bien scellés, il n'y avait pas de souci. Mais du coup c'était pas mangeable et Lucie était vraiment très désolée, mais encore une fois, ce n'est pas de ta faute du tout et je ne t'en veux absolument pas. C'est adorable de vouloir rattraper le coup. Pourvu que ce soit bon cette fois-ci, normalement oui, vu que je viens de les acheter. Merci pour tout, tu le sais mais on ne le dit jamais assez. Merci pour cette année de folie et c'est l'avenir. Merci d'être qui tu es surtout et merci à toi, c'est trop mignon. Du coup, elle m'a remis en petit format et ceci qui, j'imagine, sont les lambasses en question. C'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'elle m'avait envoyées. Donc il y a rhubarbe, caramel au beurre salé et ça c'est formidable parce que le caramel c'est un petit peu la vie, et cranberry, ce qui est très bon aussi, mais caramel. Je peux préciser mais celle-ci c'était cranberry lemon et pour le coup ça c'est une de celles qu'elle m'avait envoyées. Du coup il y en a beaucoup plus que ce que tu m'avais envoyé. Et du coup... rhubarbe encore, mais cette fois-ci lemon cake flavor et granola bar chocolate and cocoa cream. Eh bien, écoutez, ça me semble pas mal du tout. Moi j'aime bien ce genre de truc quand j'ai la flemme et que j'ai envie de goûter des trucs plutôt pas trop mauvais pour la santé. Et encore une fois, ça post-sport ou typiquement escalade, je pense que ça peut être pas mal. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal comme les autres, et encore une fois c'est pas du tout la faute de Lucie, la date de péremption n'était absolument pas dépassée et de très loin. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, ce sont des choses qui arrivent, mais je suis très contente d'avoir ces petites choses là à tester et je vais goûter ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était pas du tout obligé mais c'est absolument adorable. Et il y a donc effectivement la chose qu'elle devait me renvoyer en dessous qui est arrivée en très bon état et je vais m'occuper de toute la logistique et je te renverrai ça tranquillement pour le prochain swap. J'en profite de vous avoir, de m'être motivée à allumer la caméra même si voilà, ma tête n'est pas incroyable, pour vous parler un petit peu de Neon Gods que j'ai avancé puisque il reste ça, hein, concrètement je vais tâcher de le finir ce soir. Ça s'est lu extrêmement vite comme je le pressentais et c'est plutôt relativement efficace. Alors c'est pas transcendant, l'écriture est pas incroyable, mais ça se lit relativement bien, c'est relativement fluide et pas désagréable du tout. Il y a un petit peu de répétition, mais je ne sais pas si ça tient de la traduction ou de l'écriture à proprement parler, c'est toujours le problème dans ce type de récit. Et en ce qui concerne la romance, parce que c'est un peu le cœur du sujet et le nerf de la guerre ici, c'est plutôt très efficace, encore une fois. On est sur un classique Grumpy Sunshine avec un personnage d'Hadès qui est très renfermé sur lui-même, très sombre, très mystérieux parce qu'il a été blessé dans sa jeunesse, il a eu une enfance pas facile à plein de niveaux et c'est compliqué pour lui de s'ouvrir aux autres. Perséphone va arriver et bien évidemment elle va l'aider à s'ouvrir au monde, c'est formidable. Ce n'est clairement pas du tout original, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça fonctionne relativement bien. Je trouve que la relation est relativement convaincante.
que les personnages dans leur interaction sont assez mignons et qu'il y a pas mal de communication l'un dans l'autre. Ce n'est pas une relation complètement basée sur le sexe, ce dont j'avais un petit peu peur, et ce qui était le cas typiquement pour, si vous vous souvenez, Hades et Perséphone, en tout cas le tome 3 que j'ai lu récemment. Ici, il y a un petit peu de communication, il y a un petit peu autre chose que des scènes de sexe explicites, même s'il y en a pas mal dans ce livre. Honnêtement, je m'attendais à plus. Je pense que c'est parce que j'avais vu énormément de retours dessus, et du coup je m'étais préparée psychologiquement à ce qu'il y ait beaucoup de scènes de sexe explicites. Il y en a, mais il y en a moins que ce que j'attendais, et moins que certains livres que j'ai pu lire, donc voilà, on est sur une moyenne haute, très clairement, hein. Il y en a quand même beaucoup, mais il n'y en a pas toutes les 5 pages, ce qui est relativement appréciable parce que ça permet de construire une relation autrement, et c'est toujours un petit peu sympa dans les romances. Cela étant dit, on est dans une dynamique un peu BDSM dans une certaine mesure, avec certaines choses qui ne sont pas sans rappeler 50 nuances degrés, même si pas tout à fait non plus, c'est absolument pas clair ce que je suis en train de vous dire, vous m'en excuserez. Il y a des thématiques et des façons dont elles sont abordées, typiquement le personnage d'Hadès qui ne veut pas se montrer nu, qui ne veut pas qu'on le touche, et des choses comme ça qui voilà, ne sont pas sans rappeler, je trouve, 50 nuances degrés, mais qui ne sont pas tout à fait traitées et résolues de la même façon, ce que je trouve appréciable, et l'un dans l'autre, je pense que je préfère ce traitement-là. En ce qui concerne l'aspect BDSM, ça va peut-être un petit peu plus loin dans certaines choses, notamment en termes d'exhibitionnisme, qui n'est pas forcément en rapport avec le BDSM, mais vous m'aurez compris. En termes de pratiques sexuelles un petit peu diverses, on va dire. On va un petit peu plus loin dans certaines choses, mais ça reste relativement politiquement correct, en tout cas dans ce que j'ai lu, relativement classique, en tout cas des choses que j'ai déjà lues dans des livres explicités qui ne sont pas choquantes en soi, comme pouvait l'être par exemple Guild, la scène d'ouverture notamment, et d'autres scènes dans le livre. Là voilà, ça reste mesuré globalement, et voilà, clairement peut-être que toutes les scènes de sexe ne sont pas obligatoires, même si c'est un petit peu le principe de cette romance aussi, et de, je crois, les romances de cette série, il me semble que c'est un petit peu des tomes compagnons avec à chaque fois des explorations un petit peu différentes en la matière, en tout cas de ce que j'ai compris. Ce qui est, je pense, aussi un grand point positif pour moi et qui me fait apprécier cette romance davantage que Hadès et Perséphone, alors qu'on est dans la même réécriture mythologique et dans les mêmes typologies de personnages. C'est un tome compagnon, c'est-à-dire que normalement, à la fin, c'est résolu, la romance est résolue et on va pas atermoyer 572 ans sur une relation qui n'avance pas et des scènes de sexe qui s'enchaînent, et ça je trouve ça formidable, et je pense que c'est vraiment typiquement pour ce genre de romance le format qui me convient et qui me plaît le plus. En ce qui concerne la réécriture à proprement parler, alors effectivement il y a des petites choses un petit peu à droite à gauche, et sur le déroulé on a un petit peu l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Enlèvement entre gros guillemets ici, puisque c'est elle qui court vers lui tout simplement. On a la question de la grenade qui est glissée d'une façon pas hyper subtile, mais qui a le mérite d'être là. On a la question de Déméter qui effectivement coupe les vivres de la partie de la ville d'Hadès, en l'occurrence, pas de l'entièreté du monde, et voilà, qui rappelle un petit peu ce que fait Déméter dans la mythologie. Voilà, on a plein de petits clins d'œil comme ça qui sont relativement bien ficelés et cohérent dans le fait que voilà, ce soit une réécriture d'Hadès et Perséphone et qu'on garde ça en tête au cours du récit. Ce qui me laisse un petit peu plus perplexe, et je sais pas trop exactement ce dont il s'agit en fait, c'est l'univers à proprement parler, parce qu'on est dans une espèce de cité-état, donc l'Olympe, qui est dirigé par le tout-puissant Zeus, qui hérite ce titre de génération en génération, comme je vous disais précédemment, et les 13 qui sont donc Déméter, Dionysos, Hermès, etc. Donc les dieux grecs finalement, et Hadès qui est un des 13 mais qui est dans la vie de base, qui est ostracisé des autres, etc. Assez classique également, mais on ne sait pas grand chose à part ça en termes de géopolitique extérieure à cette ville. On ne sait pas où on se situe, a priori il est possible de partir de l'Olympe, mais pour aller où, pour faire quoi, on ne sait pas. On ne sait pas si ces gens vivent vraiment en autarcie ou s'il y a quand même des contacts avec l'extérieur. C'est assez flou, vraiment l'extérieur de l'Olympe est inexistant ou presque, alors qu'il y a des références quand même à quelques reprises de monde moderne dans le récit. Typiquement il y a une référence à Star Wars à un moment donné, on parle de la Grèce aussi, donc a priori on est dans notre monde et dans une époque plutôt contemporaine, mais on n'a pas franchement de traces de ça, à part que les personnages ont des téléphones portables, ont des armes à feu modernes, etc.
on sait pas trop exactement où on se situe et c'est un petit peu étrange, je trouve, comme sensation. Ça aurait peut-être mérité quand même un petit peu plus de contexte, 1 ou 2 phrases pour dire voilà, l'Olympe se trouve ici et on n'est pas en contact avec le reste du monde pour telle ou telle raison, on est en contact de telle ou telle façon, je ne sais pas, mais ça me manque un petit peu. Alors vous me direz, c'est pas du tout le cœur du récit, on est dans une romance et pour la romance, c'est pas gênant en soi, mais comme a priori il va y avoir plusieurs tomes compagnons dans ce même univers, je sais pas, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus dessus et voilà, je trouve que ça manque un petit peu et qu'au niveau cohérence globale, du coup, ça pêche à ce niveau-là. Sinon, il me reste, je pense, une 80 pages, quelque chose comme ça, et je ne sais pas du tout comment tout va se résoudre parce qu'on est encore bien dans la panade là où j'en suis. Tout ce qui est justement politique, un petit peu l'intrigue subsidiaire de ce roman, à savoir le conflit Zeus, Hadès, Perséphone et tout ce qui en découle n'est absolument pas résolu, n'est absolument pas en voie d'être résolu, bien au contraire, on a l'impression d'être un petit peu au pic du conflit. Donc je ne sais pas du tout comment ça va tourner, en plus avec Déméter et tout, qui, encore une fois, n'est pas du tout dans une résolution. Je suis quelque peu perplexe, mais j'espère que la résolution va être relativement satisfaisante et ne va pas être trop facile ou tomber comme un cheveu sur la soupe. Ce serait un petit peu dommage, d'autant qu'il y a des petites choses quand même en termes justement de politique et de rôle qui sont assez intéressantes et que je trouve plutôt bien amenées. Donc ce serait un petit peu dommage si c'était résolu facilement et trop facilement en tout cas. Croisons les doigts, je vais tâcher de le finir ce soir et je vous en reparlerai demain. Espérons-le avec une tête un petit peu plus éveillée en tout cas, mais on va croiser les doigts et je vais aller bouquiner tranquillement. À plus tard. Je vous reprends le lendemain, il me semble, du dernier clip que vous avez vu. On est le dimanche 7 janvier, il est 21h30, quelque chose comme ça. Et comme je vous disais hier soir, j'ai terminé Neon Gods de Kathy Roberts, donc qui est le premier tome de la saga Dark Olympus, je sais plus si je l'ai précisé, qui est publié aux éditions BMR et qui était une lecture sympathique, ma foi. Honnêtement, je pense que j'étais bien dedans et que je l'ai apprécié parce que c'était juste ce dont j'avais envie et besoin à l'instant T, c'est-à-dire que je m'attendais à une romance pas prise de tête avec une quantité assez importante de scènes de sexe explicites et que c'était à peu près ce que j'ai trouvé dans ce livre. Il y a effectivement une espèce de question de réécriture d'Hadès et Perséphone. Honnêtement, c'est pas la réécriture la plus incroyable que j'ai pu lire en la matière. Il y a des petites références par-ci par-là, mais c'est tout. Et je reste très perplexe quant au setting de l'histoire, quant à l'univers, quant au lore qui n'est pas ou peu développé. C'est pas le propos effectivement du bouquin, hein. On est vraiment concrètement sur énormément de romances, mais comme l'autrice essaye d'instiller une espèce de sous-intrigue un petit peu plus politique, ça questionne quand même un petit peu et pour le coup c'est pas quelque chose qui est du tout discuté dans le récit et je trouve ça un petit peu dommage. En ce qui concerne l'intrigue pseudo-politique et voilà, autre que la romance, elle est assez présente globalement dans le récit et pas désagréable, sauf pour la résolution qui j'ai trouvé extrêmement facile et où tout retombait un petit peu comme un soufflet. Je m'y attendais très honnêtement au vu du fait que à 80 pages de la fin il n'y avait aucun élément de résolution en cours, mais ça m'a un petit peu déçue quand même au niveau de la fin. Et comme je le disais au dernier point lecture, la romance est relativement mignonne, pas incroyable non plus, mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait pas trop mal, que les deux personnages fonctionnaient pas trop mal dans leurs clichés respectifs et que l'alchimie était pas trop mauvaise. Il y a encore une fois pas mal de clichés dans la relation et dans un certain nombre de choses dans la mise en place, mais ça se lit, c'est honnêtement pas désagréable. Et j'ai plutôt apprécié ma lecture parce que, encore une fois, c'est ce que j'en attendais et des fois ça suffit. J'avais besoin d'un truc pas prise de tête qui s'est lu vite et c'est ce que j'ai eu. Et je ne dis pas que je ne me pencherai pas sur les autres livres de cette série. Je pense que si je suis dans ce type de mood, ça peut tout à fait aller. Je sais que Book and a Cup a davantage apprécié les tomes suivants que celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec un peu de chance, je sais que le suivant est sur Psyché et Eros.
pourquoi pas, voilà, encore une fois, si je suis dans ce type de mood, à la rigueur. En ce qui concerne la partie un petit peu plus défi lecture et notamment ce qui était question des créatures surnaturelles, il n'y a pas particulièrement de magie ou de créatures surnaturelles à proprement parler dans ce récit, mais, et c'est là encore où je trouve que le lore est pauvre mais dans un sens un peu bizarre, il y a une espèce de magie quand même un petit peu brumeuse qui apparaît à certains moments. Typiquement il y a un traité qui interdit de traverser le Styx d'un côté pour Hadès et de l'autre pour Zeus, et il semblerait que quand les gens traversent le Styx et qu'ils sont voilà, du côté opposé, du côté ennemi ou que sais-je, ils ressentent quelque chose, il y a une espèce de force qui les perturbe un petit peu, mais ce n'est absolument pas expliqué plus que ça. Donc voilà, je suis extrêmement perplexe quant à l'univers de cette série. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai quand même envie de lire la suite, voir si c'est davantage expliqué, parce que je suis un peu sur ma faim à ce niveau-là. Voilà, sinon ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça c'est lu, c'était pas désagréable, beaucoup moins que Hadès et Perséphone, le tome 3 que j'ai lu précédemment, donc voilà, ça m'a un petit peu rassurée à ce niveau-là, mais ça reste pas la meilleure réécriture d'Hadès et Perséphone que j'ai lu, loin de là, et d'autant plus dans ce setting moderne qui est un petit peu bizarre. Encore une fois, je reste vraiment extrêmement dubitative quant à ce contexte, mais bref, c'était sympa. Et voilà, j'en ai probablement déjà beaucoup trop parlé pour ce que c'est. Bref, c'est une plus ou moins réussite pour le défi de décembre, mais étant donné qu'on est déjà le 7 janvier, je ne lirai probablement pas grand chose de plus. Donc voilà, c'était ma romance avec plus ou moins des personnages surnaturels. Cela étant dit, elle était dans ma pile à lire du challenge de l'appel ultime, donc c'est un petit bonus tout de même. Et voilà, c'en est tout pour ce vlog défi lecture qui se sera étalé sur 1000 ans, puisque avec Lucie on a décidé qu'on allait grouper le vlog de novembre et le vlog de décembre, étant donné qu'on est toutes les deux à la ramasse en ce qui concerne ces deux vidéos. Je vais tâcher de vous la sortir pour mercredi, on est dimanche au moment où je vous parle, donc ça reste faisable je pense, mais je ne sais absolument pas combien de temps de rush j'ai à monter, donc on va voir ça et j'espère que ça restera raisonnable en termes de durée de vidéo. Je vous remercie en tous les cas pour l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous avez lu en cette fin d'année, si vous avez fait de belles découvertes, si vous avez d'autres recommandations à me faire dans les thématiques qui étaient celles des défis des 2 derniers mois. On vous redira un petit peu comment ça va se goupiller pour 2024. Pour être tout à fait honnête, on est à la ramasse pour ça aussi. Et on n'en a pas encore parlé de façon très précise. On doit le faire ce soir normalement. Donc je vous redirai ça. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.